Je voudrais d'abord dire ceci. Tout philosophe, comme tout psychanalyste, se débat avec un certain nombre de questions qu'il considère comme étant fondamentales et qu'il remet sur le métier constamment. Alors ce sont des questions qui à la fois s'enracinent dans son expérience personnelle et qui sont en même temps liées à ses propres intérêts théoriques. Une autre chose que je voudrais dire aussi tout de suite pour que ce soit tout à fait clair, c'est que la lecture que je ferai en novembre, au-delà du principe de plaisir, est pour moi inséparable de mon expérience personnelle de la psychanalyse, qui m'a obligé d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit, et d'aller voir où le bas blesse. Donc, bien sûr, j'en proposerai une lecture philosophique, mais pas seulement. En ce qui concerne maintenant mes questions fondamentales en philosophie, une année charnière était l'été 1968, ça ne date pas d'aujourd'hui, pendant lequel je faisais un stage d'entreprise comme mécanicien dans la faïencerie Villeroy-Boch, dans les faubourgs de la ville de Luxembourg. Pour tout vous dire, je n'ai pas cassé beaucoup de porcelaine et je n'ai pas beaucoup contribué à l'amélioration de la productivité de cette maison parce que j'avais la tête ailleurs, c'est-à-dire tout mon temps libre était occupé par une étude approfondie de l'ouvrage de Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, paru en 1960 et qui, jusqu'à aujourd'hui, est la Bible de ce qu'on appelle philosophie herméneutique. Dans cet ouvrage, Gadamer essaie de dégager trois expériences fondamentales de vérité, mais qui débordent le cadre des exigences méthodologiques de la science, l'expérience de l'art, l'expérience de l'histoire et l'expérience du langage. Alors, une chose qui, à l'époque, m'a frappé tout de suite, c'est que Gadamer définissait l'herméneutique comme art du comprendre. Et donc, il se focalisait sur l'expérience du comprendre et pas tellement sur l'expérience de l'interprétation. Or, pour Freud, ce terme est explicitement mentionné, donc au-delà du principe du plaisir, la psychanalyse, du moins à ses débuts, était une Deutungskunst, un art d'interpréter. Ce décalage m'a amené à regarder un autre modèle de l'herméneutique, celui développé en France par Paul Ricoeur, à peu près dans les mêmes années que Gadamer, et qui était, lui, directement centré sur l'interprétation et les problèmes épistémologiques, mais aussi plus fondamentaux qu'elle posait. Et donc, je me suis mis à lire l'essai
de l'interprétation, celle sur Freud, de Ricoeur, qui à l'époque était vilipendé par tous les lacaniens, mais qui avait le mérite d'être la première lecture philosophique intégrale de Freud depuis que la psychanalyse existait. Et donc, cela m'a amené à suivre très tôt déjà, à partir de 1972, si mes souvenirs sont bons, les séminaires de Ricoeur au CNRS, et donc à participer activement à l'élaboration de ces travaux sur la métaphore et dans un stade ultérieur sur la narrativité. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours la philosophie herméneutique dans cette double mouvance Gadamer, avec à l'arrière-plan évidemment Heidegger, et avec l'inflexion particulière que lui a donnée Paul Ricoeur. Il y a d'abord Pierre Aulagnier, dont j'ai suivi le séminaire pendant une année à Sainte-Anne, et pour moi, ces deux livres, La violence de l'interprétation, paru en 1975, et L'apprenti historien et le maître du destin sont des références majeures. Enfin bon, elle m'a obligé à me poser des questions philosophiques fondamentales et qui jouent un rôle absolument considérable dans ma conception de la philosophie herméneutique. Un deuxième auteur, c'était Jean Laplanche. Alors je ne me rappelle plus exactement dans quelles circonstances je l'ai rencontré. Toujours est-il que nous avons eu plusieurs échanges qui tournaient toujours autour de la même question. Pour Laplanche, l'herméneutique privilégie la familiarité et néglige l'étrangeté. Et donc, Laplanche mettait toujours en concurrence le travail de l'interprétation et le travail de traduction. Et donc, pour lui, ces magnifiques travaux d'Antoine Berman sur la théorie de la traduction, dont le concept central est l'épreuve de l'étranger, il les utilisait comme une espèce d'arme pour déconstruire l'herméneutique philosophique et aussi sur le terrain de la psychanalyse. Alors, sur ce point, je lui ai toujours résisté pour deux raisons. La première est que, ayant travaillé sur les textes fondateurs de l'herméneutique philosophique, en particulier sur Friedrich Schleiermacher, qui était aussi un grand traducteur de Platon, notamment, eh bien, l'opposition entre interprétation et traduction me paraissait artificielle, tirée par les cheveux, parce que traduire, c'est déjà interpréter, et réciproquement. S'y ajoute aussi
un article de Jean-Pierre Vernon qui m'a beaucoup inspiré sur la complémentarité entre Hestia, la déesse du foyer, des valeurs patrimoniales, etc. Et Hermès, le dieu des voyageurs, des interprètes, des diplomates, des voleurs, dans la pensée archaïque grecque. Et donc, en partant de ce travail magnifique de Jean-Pierre Vernon, j'ai défini une espèce, j'ai essayé de transformer ce qu'on appelle le cercle herméneutique en une ellipse herméneutique, donc à double foyer. Le foyer de la familiarité, symbolisé par Hestia, et le foyer de l'étrangeté, de la mobilité, etc., symbolisé par Hermès. Enfin, je mentionne aussi les contacts que j'ai eus avec un grand psychiatre et psychanalyste belge, personnage très haut en couleur, que j'ai rencontré souvent à Cerisy-la-Salle, Jacques Scott. Et Scott a attiré mon attention sur Léopold Djondy et sa conception de l'analyse du destin, donc un système pulsionnel extrêmement sophistiqué, puisqu'il comporte pas moins de 64 possibilités. Et je fais intervenir aussi Léopold Djondy dans ma lecture d'au-delà du principe du plaisir. Le sujet principal de mon intervention, donc j'ai intitulé « Faut-il brûler la sorcière Méta ?» J'ai repris, mais en la transformant, un concept qu'on trouve aussi bien chez Stanislas Breton que chez Paul Ricoeur, la fonction méta. Et d'ailleurs, si vous avez lu l'introduction à la métapsychologie de Freud, de Paul Laurent Assoun, vous avez rencontré également le même concept, fonction méta. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'usage que les philosophes font de la fonction méta et l'usage que font les psychanalystes de la fonction méta. Alors derrière cela, il y a aussi, comment dire, une prise de position philosophique fondamentale que je partage avec mon grand ami Jean Grondin, le philosophe canadien, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord avec un assez grand nombre de philosophes postmodernes, Gianni Vattimo, mais d'autres aussi, qui estiment que dès le départ, l'herméneutique sonne le glas de la métaphysique traditionnelle. Donc l'herméneutique nous fait irrévocablement entrer dans l'âge dit post-métaphysique de la pensée. Eh bien, nous nous battons pour une redéfinition des rapports plus positifs, des rapports entre herméneutique et métaphysique, et c'est à ce sujet que je me sers de la fonction méta
comme d'une espèce de levier pour faire bouger les fronts. Eh bien, parce que Freud lui-même utilise cette expression en 1937 dans son dernier article publié sur l'analyse terminable et interminable. Et ma conviction est que les trois métaphores dont Freud se sert pour parler de sa métapsychologie, tout à fait au début, dans les lettres à Fliess, il parle de son enfant idéal et de son enfant de douleur. Parce que, bon, accoucher d'une métapsychologie ne va pas de soi, et si on suit attentivement ses écrits ultérieurs, plus l'enfant idéal grandit, plus il se transforme en enfant terrible. Et à cet égard, au-delà du principe du plaisir, marque une espèce de ligne de crête. Et en même temps, c'est une sorcière. Eh bien, dans ma conception de la métaphysique et dans ma propre lecture de l'histoire de la métaphysique, je dis exactement la même chose de ce qu'on appelle métaphysique. C'est l'enfant idéal et l'enfant problème que nous a laissé Aristote. Et en même temps, c'est la sorcière dont nous ne serons jamais débarrassés. Donc, tout compte fait, et malgré tout ce qui peut par ailleurs opposer la psychanalyse et la philosophie, ils sont logés tous les deux, en ce qui concerne l'usage de la fonction méta, à la même enseigne.